Stéphane. Hello Dan, hello Cindy. Salut Stéphane, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc Stéphane Tommen, bienvenue dans Identité sans ordonnance. ISO, c'est le nom de notre podcast. Et tu es notre troisième invité aujourd'hui. On est super content de pouvoir t'accueillir. Pour rappel, Identité sans ordonnance, c'est une discussion. C'est de prendre un moment de bon temps pour parler de plein de choses, de santé, d'entrepreneuriat, de famille, de futur et tant d'autres choses, sans avoir de cadre spécial, en étant libre et en pouvant aborder des thèmes qui sont divers et variés. Et on est encore une fois hyper content de pouvoir t'accueillir ici aujourd'hui. Donc pour les gens qui ne te connaîtraient pas, comment est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases. Quelques phrases, oui, avec plaisir. Donc, Stéphane Tommen, j'ai 59 ans, je suis d'origine baloise. J'ai migré à Fribourg il y a plus de 30 ans, c'était en 91, pour des raisons professionnelles. Après, je suis resté scotché ici, j'ai eu un premier enfant, je me suis remarié il y a plus de 20 ans. J'ai aidé mon épouse à élever ses enfants. On a fait 2 enfants en commun, donc on est une famille nombreuse, établie en vieille ville de Fribourg, où on a acheté en 99 une vieille maison qu'on a transformée au fil des années, qui est le centre de notre famille, où on se retrouve avec nos enfants qui sont tous partis, soit faire leur propre vie, soit aux études, soit en voyage. Actuellement, j'ai un fils qui devrait être dans l'avion de Phnom Penh à Jakarta. Il fait un voyage de 3 mois en Asie. Wow. Donc, c'est super pour lui. Pour nous, c'est bien. Des fois, on se réveille au milieu de la nuit et puis on se pose des questions. Le plus jeune, il a quel âge ? Il a 23 et puis le plus jeune a 21. Il est en période d'examen à Saint-Gall, où il termine sa première année pour ensuite poursuivre ses études en économie et droit. Donc voilà, c'est un peu mon contexte privé, mon contexte professionnel. Je dirige depuis 14 ans une société informatique, éditrice de logiciels dans le domaine médical, société où j'ai acheté des parts quand j'ai commencé en tant que directeur, mais depuis le temps, on a vendu à un groupe international, ce qui a beaucoup enrichi mon quotidien, parce que maintenant j'ai des sparring à tous les niveaux, puis au sein du groupe, il n'y a pas un seul problème, qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui ne l'aurait pas déjà vécu, et puis ça enrichit énormément les échanges. Ok, excellent. Cette boîte, c'est toi qui l'as créée ? Non, pas du tout. Arrivé... C'est une société qui a été créée par un médecin il y a plus de 40 ans. Quelqu'un de très visionnaire à l'époque qui voyait que l'informatique avait son rôle à jouer dans le domaine médical. Il était en avance. Il était en avance et puis il a réussi à maintenir cette société pendant 30 ans. Ensuite, il a souhaité céder la direction, et c'est là où je suis entré en jeu. Je m'excuse. Et puis j'ai eu l'opportunité de prendre cette direction. En tant qu'économiste, donc j'avais aucune idée ni du domaine biologique, ni du domaine informatique, mais j'étais consultant, donc j'ai appris à parler avec conviction de choses dont j'avais fondamentalement aucune idée. Mais depuis le temps, voilà, donc je me suis fait mon chemin. Et puis j'aime beaucoup ce que je fais, parce que je le fais avec des gens intelligents, avec des gens qui ont un énorme savoir-faire, et puis de combiner cette partie informatique très précise avec le domaine médical, où on sait qu'à la fin, il y a un patient, il y a un malade qui attend un traitement. Ça donne un sens à son activité qui est appréciable, et qui crée aussi je dirais, un dénominateur commun au sein de notre petite société, une petite vingtaine de collaborateurs.
Et on s'occupe de tout, du développement, de la mise en place, de la maintenance, du support. Donc on propose du support 7x24. Donc il y a toujours quelqu'un qui est de piqué, on ferme jamais les bureaux. Donc ça demande un certain engagement, mais de savoir pourquoi on le fait, c'est très important. Stéphane, on peut l'entendre, donc comme tu l'as dit hors antenne avant, ta langue maternelle c'est l'allemand, tu es originaire de Bâle. Comment et où est-ce que tu as appris comme ça à bien parler le français? À la base, c'était à l'armée. Oui. J'étais à l'école de recrues à Sion, en 86. Quand j'avais 1 an. Donc, et on a décidé que j'étais bilingue, ce que je n'étais pas du tout. Et on m'a mis dans un groupe francophone. Et voilà, on était que 2 à être formés à cette fonction de topographe d'observation. Et l'instructeur, il a dit, mais j'ai pas envie de parler en allemand et en français, donc Tommen, vous comprenez le français. Et puis c'est tout. Et puis voilà. À l'époque, c'était présent compris. Et, puis, et je me suis débrouillé. Et puis, après, par la suite, au fil des années, c'est devenu vraiment ma deuxième langue. Donc, si je regarde un film, à la fin du film, on me demande dans quelle langue je l'ai vu, je me rappelle pas. Est-ce que c'est juste de dire qu'à Bâle, étant donné qu'il y a quand même une proximité avec la France, il y a facilement des gens qui parlent bien le français, qui apprennent le français? Les frontaliers, oui. Les frontaliers. Sinon, c'est surtout, je pense, c'est surtout l'ouverture d'esprit. Du fait qu'on se trouve dans un triangle entre l'Allemagne, la France et la Suisse, il y a cet esprit de tolérance et d'ouverture vers le monde qui est peut-être différent. Que si on est plus dans le centre. Mais moi, j'ai grandi à la campagne, donc c'était le suisse allemand, le bon allemand, c'était déjà une langue étrangère. Donc non, il n'y avait pas de culture francophone proprement dite. Excellent. Et donc, tu es resté à Bâle pour migrer après à Fribourg. Voilà, c'est ça. Et tu as commencé en tant qu'économiste. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé d'aller dans cette direction pour après justement rebondir et avoir cette opportunité de partir dans un autre secteur? Alors, comment dirais-je? Donc, moi, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. J'ai fait ma scolarité. Mes parents étaient pas du tout des universitaires. Ils se sont créés par aussi saisi des opportunités. Et pour eux, j'étais enfant unique, pour eux c'était aussi un peu le projet que moi je dois aller à l'université. J'étais pas forcément très motivé. et l'économie était un peu ce que... où je me disais, par la suite, il y a peut-être des débouchés. Et puis... au collège, moi j'avais une passion pour le latin et puis l'histoire, mais là je voyais pas forcément les débouchés. Donc j'ai fait l'économie, mais à l'époque c'était vraiment différent. J'avais peut-être maximum 15 heures de cours par semaine. Les cours avant 10 heures du matin, c'était déjà à éviter. Je pouvais travailler à côté et puis aussi faire une petite carrière militaire à côté, Enfin, mon papa, il était antimilitariste, il a toujours dit, tu peux faire l'armée, tu peux grader, mais je ne te paye pas un semestre d'uni supplémentaire. Et après, quand j'étais au milieu des études, il est décédé à 54 ans. Et puis, après, c'était de toute façon aller au bout, se débrouiller, gagner sa vie. Et puis, c'était quoi tes premiers jobs Un premier job, j'étais dans une fiduciaire où j'apprenais, on révisait les comptes. Ça m'a appris de comprendre la comptabilité, mais j'ai très vite compris que aller regarder ce qui était le passé, ça m'intéressait que moyennement. Tu préférais regarder l'avenir. Voilà. Après, j'ai travaillé quelques années chez Ilford.
Feu, Ilford. Ouais. À Marly. Moi, j'étais encore à Fribourg, Fribourg, il y avait encore des bureaux et un site de production à Fribourg, où j'ai commencé comme adjoint du chef du personnel. Donc j'ai fait des recrutements, mais comme j'étais... il venait d'être racheté par une boîte américaine qui s'appelle International Paper. Donc ils étaient en pleine phase de transition, et comme ils avaient peu, c'était des scientifiques, il y avait peu d'économistes, donc j'étais impliqué dans beaucoup de projets hyper intéressants. Ce qui m'a vraiment permis de toucher à tout. C'était quand même une entreprise à l'époque 450 collaborateurs. Donc, j'ai aussi pu mettre en place le fonds de prévoyance. Donc, voilà, Siba Gaigi nous a mis à disposition un paquet d'une centaine de millions qu'il fallait placer. Ok. Donc, il y avait des moments assez intéressants. On veut quand même investir un peu dans l'immobilier. Donc, du haut de mes 27 ans, je suis allé à la recherche d'immeubles pour acheter un immeuble. Cool. Et puis ça t'a fait pas mal d'expérience au fait dans plein de domaines. Puis de gérer justement des gros budgets comme ça pour placer. Ça c'était le côté hyper intéressant. Il y a aussi eu un côté douloureux. Très vite, les affaires n'allaient pas très bien. Donc il fallait licencier du monde. Et ça, aller dire à quelqu'un qui a 30 ans de boîte qu'on n'a plus besoin de lui, qu'il doit aller timbrer au chômage. C'était difficile. Ça, c'était difficile. Puis après, se promener dans la ville, et puis voir les gens qui changent de trottoir. Ça, c'était une expérience assez douloureuse. Toi, tu étais responsable d'un groupe de combien de... Alors moi, je travaillais au service du personnel. J'avais le directeur des ressources humaines qui était mon supérieur, et puis il me déléguait les tâches qu'il avait envie de me déléguer. Notamment de licencier des gens. Notamment aller licencier du monde. Lui, il s'est aussi occupé de son portefeuille. Moi, lui, il avait plutôt les cadres, moi, j'avais plutôt les ouvriers à m'en occuper. Et puis après, justement, la transition, donc tu es resté à Ilford pendant... 5 ans. 5 ans. Après, j'ai travaillé pendant 2 ans pour une société horlogère. Oui. Où j'ai fait de la vente à l'international. Ouvrir des nouveaux marchés, recruter des distributeurs, m'occuper de distributeurs existants, gérer un portefeuille. Donc, ressources humaines, après vente. Voilà, comptabilité, ressources humaines, vente. Et après, j'ai entamé une carrière de consulting. Ok, ouais. Donc, aussi partiellement à mon compte, avec des mandats fixes. Et puis après, j'ai rejoint un cabinet de conseil à Berne. Toujours fixé sur l'économie ou bien plutôt pour la gestion un petit peu Alors là, j'avais un client qui était plutôt dans le domaine finance, quand j'étais à mon compte, qui gérait un portefeuille d'investissement. À l'époque, c'était un peu le début de ce qu'on appelle private equity, donc des investissements directs dans des sociétés. Il y avait du start-up, mais il y avait aussi des stages un peu déjà plus de maturité. Donc il fallait suivre ces investissements pour un groupe d'investisseurs qui était resté plutôt en arrière-plan. Et puis à côté, des mandats de marketing, de promotion. Et puis après, j'ai rejoint un groupe, une société qui était spécialisée plutôt dans les organisations à but non lucratif, mais des grandes associations ou la Croix-Rouge, ou Santé Suisse, ou la FMH. Que je connais bien. Que tu connais bien, voilà. Donc c'était... moi j'ai toujours eu un parcours un peu opportuniste. J'avais jamais un plan de carrière.
Dès qu'il y avait une possibilité, tu regardais. Ouais, Si ça te puis plaisait. une certaine flexibilité de m'adapter relativement vite à un environnement donné, et puis de pouvoir mettre en valeur mes forces. Ouais, ouais. Et puis ce passage entre, on va dire, d'être salarié à être indépendant, voire justement investisseur, comment est-ce que tu as vécu ça? Alors, moi, je suis vraiment entrepreneur dans l'âme. Depuis l'âge de 30 ans jusqu'à il y a quelques années en arrière, j'ai toujours eu, soit j'étais à mon compte, soit j'étais actionnaire de mon employeur. Ok. Donc ça m'a jamais posé de problème. C'était plutôt le sens inverse où je me disais comment je vais gérer le fait de retourner salarié à l'âge de 55 ans. Ouais. Et comment ça s'est passé? Ben, beaucoup mieux que ce que je pensais. Okay. Parce que l'identification avec l'entreprise, avec mes responsabilités, mes clients, mes collaborateurs, ça n'a absolument rien changé. Okay. Ouais. En revanche, et ça c'est plutôt mes collaborateurs directs qui me l'ont dit, ça m'a détendu un peu. Ouais. Je pense. En fait, moins stressé d'avoir des résultats Non, le groupe fait quand même en sorte que Il y a des résultats. les résultats ton ressenti. Mais c'est plus existentiel. Ouais. Donc ça détend un peu sur ce plan-là. Okay. Et voilà, il y a la baseline, elle est connue. Et puis le reste, on peut dire c'est du bonus. Ouais, c'est sûr. Je vais ressortir une phrase que tu as mentionnée une fois, parce qu'on se côtoie aussi lors d'entraînement. Donc moi j'ai eu aussi le plaisir de te coacher, mais maintenant plus souvent on est en même temps dans le même groupe d'entraînement. Et puis je me souviens qu'une fois tu m'as dit, des fois je me réveille la nuit et je dois noter une idée. Tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi? Enfin, d'où ça? Comment? C'est quoi ces idées? Bon, ça m'arrive de me réveiller, c'est peut-être aussi lié à l'âge. et après, des fois on arrive à se rendormir facilement, des fois il y a la machine qui se met en route, et puis on commence à penser à quelque chose, et puis du coup on a une idée. Et je dois la noter parce que sinon je vais réfléchir toute la nuit. Okay, donc une fois que j'ai fait ce que j'avais en tête, je peux aller me recoucher tranquillement et puis me rendormir. C'est un geste, si tout va bien. C'est un geste vraiment de poser l'idée et puis de dire ok, je l'ai là, je la garde. Et puis je reprends le sujet de ma main. Donc ça c'est un peu ça. Pour évacuer la pensée de la tête, la poser quelque part et puis après... retourner se coucher. C'est une bonne piste pour si... Ça marche une fois sur deux. Moi, je rebondis un petit peu sur le parcours parce qu'on on est resté un petit peu dans cette période où justement tu avais cette gestion de portefeuille. Tu verras, moi je sors toujours un petit peu. Voilà, et puis moi je recadre. Ça fait le Un jeu. peu comme dans la vie en général, on va dire. Qui cadre qui? C'est un sujet qu'on tu pourra... Donc, il y a eu cette période où tu devais aller chercher des entreprises, chercher des startups, et puis comment tu les... Enfin, ça m'intéresse parce que c'est un monde qu'on connaît peut-être un peu moins. Comment tu les choisissais? Quelles étaient tes affinités pour investir? Bon, on n'était pas seuls. Hein, donc, les investisseurs pour lesquels je m'occupais de leur faire des propositions, ils avaient leur réseau. Donc il y avait des entreprises spécialisées qui cherchaient justement des partenaires, où on avait des agents. On collaborait avec une société à New York. Je me rappelle malheureusement plus du nom, peut-être que ça me reviendra, qui nous filait aussi des propositions. Et puis voilà, puis on décidait si oui ou non ça nous intéressait. Ça nous obligeait aussi d'aller sur place. Donc,
le hasard a voulu que, entre autres, j'étais à New York le 11 septembre. Ah, Ok. oui. Ok. 9/11, je l'ai vécu En direct. Ok. en live. Ouais. Et t'étais où? À la hauteur de Canal Street. Donc, Ok. je sortais du métro juste après l'impact du premier avion. Ok. Puis après... Donc c'est assez proche, c'est quelques kilomètres. Hein. Ouais, tu voyais assez bien. Ouais. Tu voyais assez bien. La poussière. Ouais, d'abord les petits points noirs qui étaient les gens qui sautaient par les fenêtres. Ok. Et puis après l'impact du deuxième avion. Et puis Ok. après les deux tours qui s'effondrent. Et puis Donc toi, tu as pu les voir en ouais, direct. ouais, Ouais. j'avais- Ok. ouais. Puis les gens, ils faisaient quoi? Enfin, sur le moment, est-ce qu'ils fuient, ils se rapprochent, Non, c'est quoi c'était la perplexité totale. Ok. Donc tu étais vraiment comme vraiment spectateur. film, ouais. On était dans la rue, Ouais. les gens autour, Figés. il y en avait qui pleuraient, Ouais. il y en avait, et tu avais l'impression que C'est ben irréel. voilà, et Ah, puis, c'est irréel, hein. puis c'était irréel. Et puis on entendait aussi que il y avait le Pentagone, Ouais. l'avion qui s'est crashé. Donc oui, là il y a Ouais. quelque chose de très 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 bizarre Ouais, qui se passe. Ouais. Puis après, ça s'est déroulé comment? T'es resté sur place, t'es reparti, t'as fait quoi? Mon vol de retour était évidemment n'a pas eu lieu. Ouais. Donc après c'était le combat pour pouvoir retourner en Suisse. Ouais. Déjà voir si on pouvait rester à l'hôtel. Ouais, On était trois, j'étais avec deux collègues. Ok. Trois à devoir prolonger notre séjour. Ouais. Bon, la ville, c'était... Un chaos, quoi. C'était hyper calme. Ok. C'était Times Square vide. Vide. Ok. Plus personne Vide, sort. plus- ça. plus- Ouais. Plus personne sortait, sauf une dame qui vendait des photos des tours en feu. Ah ouais? Ok. Là, je me suis un petit peu défoulé sur cette dame. Ok. Si elle nous écoute. Je pense pas. Ok. Elle avait pris des photos, elle les vendait. Elle les vendait, Ok. ouais. Et voilà, l'esprit commercial. Ah, il y a un proverbe qui dit que quand il pleut, il faut commencer à vendre des parapluies, quoi. Ouais. Non, mais c'était un peu la mentalité du business, ça, dans sa face moche. Ouais, c'est clair. ouais, non, c'est clair. C'était. Et puis après, la ville était en état d'alerte. Oui. On a aussi vécu une évacuation de l'hôtel où on logeait. Ok, Donc, au milieu de nous, la nuit, on se trouvait en pyjama dans la rue. d'accord. Mais pour la suite, enfin la... Il y avait l'hôtel était tout près du Empire State Building. Et puis ils ont reçu une alerte à la bombe. Donc il y a toujours un imbécile qui s'amuse. Ouais. Et puis donc ils ont évacué l'hôtel. Ouais, ils n'avaient pas le choix. Ouais, donc c'était vraiment la panique pour totale. tout le monde, on parce savait que, pas. on ne savait pas trop ce qui se passait. Bon, Internet existait, mais l'accès à l'information était quand même encore un peu différent. Donc voilà, c'est moi qui ai dévié un petit peu sur le sujet. Oh, intéressant. C'est intéressant. On se souvient tous, je crois, de ce qu'on faisait à ce moment-là. Ouais, En tout non, cas, c'est quand sûr. on a appris. Donc, qu'est-ce qu'on passe, ouais. Ouais. Donc ton passage à New York pour cette phase un peu de trouver des Oui, là des c'était réseaux, surtout pour rendre visite à une société qui était vraiment dans laquelle on a mis beaucoup d'argent et aussi beaucoup d'espoir, qui après a beaucoup souffert de la suite de tout ce qui s'est passé. Avec la société, avec votre société. Ouais. Donc voilà. Ce qui a fait que, après, je me suis. Donc les investisseurs ont décidé de liquider cette société, enfin, leur portefeuille. Et moi, j'avais un peu de temps à disposition. Je n'avais pas forcément envie de rejoindre une grande boîte. Une boîte pour être employé. Mais c'est par mon beau-papa qui malheureusement est décédé
thérapie. Lui, il avait créé une société, il était professeur à l'Uni, mais il a créé une société à Berne, justement dans le domaine des organisations à but non lucratif. Et puis, il m'a dit, ouais, il cherche peut-être quelqu'un. Et puis moi, j'ai dit, bon, oui, à temps partiel, pourquoi pas. Et puis j'ai écrit au directeur. Et puis il m'a dit, téléphonez enfin, vous écrivez pour la place. J'ai dit, je ne savais pas que vous recrutiez. Donc, ils ont cherché un 100%. On a discuté. Et puis, pour finir, oui, ça l'a fait. Et puis, je suis resté 8 ans. T'as eu quel poste là? D'abord j'étais consultant et puis très vite, enfin j'ai commencé en 2004 et puis en 2007 j'étais nommé directeur de la succursale suisse. On avait des succursales en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Et moi j'étais appelé à diriger la succursale en Suisse avec une 40aine de collaborateurs. On avait ces mandats de consulting, mais on avait aussi des mandats de gestion, d'association professionnelle. Moi, j'avais une organisation dans le domaine du recyclage qu'il fallait mettre en place. Donc aussi très varié, mais des semaines très, très, très chargées. Donc avec beaucoup d'absence. Et puis là, j'étais vraiment dans le faire et donc j'avais encore la bonne idée d'avoir des mandats bénévoles à côté. Et puis ça faisait que j'étais très peu à la maison. Je me souviens quand mes enfants, qui étaient encore très petits, m'ont dit, mais papa, même quand tu es là, tu n'es pas là. Ah ouais. Tu ramenais le travail à la maison. Voilà. Je tenais, pour la forme, à être là pour le souper. Manger avec la famille à 19h. Mais je n'avais pas débranché du travail. C'était encore à 20h, c'était pour le laptop. Puis souvent le week-end. Puis ça, c'était pas une situation particulièrement saine. Pas aussi au niveau, je dirais, du bien-être. Du bien-être mental. Donc de ton côté. J'avais zéro temps pour moi. Je mangeais mal. Je fumais. Le classique, entre 35 et 45 ans, à fond dans le boulot, et puis le reste, c'est des sortes d'échappatoires. Ça, c'était pas très bien. Peut-être qu'il y a des entrepreneurs aussi qui nous écoutent et puis qui se retrouvent en fait dans ton discours, parce qu'on est justement à la recherche aussi de la performance au travail, de mettre ça en priorité face à des fois des obligations, ou bien même pas des obligations, mais un bien-être familial, personnel. Qu'est-ce qui a fait que tu as tenu environ 8 ans, tu disais, qui a fait que tu as changé de façon de faire, qui fait que tu as pu après switcher Et comment aussi. Et comment. Donc, alors pour moi, c'était clair que je voulais continuer à avoir une activité d'entrepreneur. Donc pour moi, c'était l'idée de reprendre une société et de la gérer, de la racheter. Après, c'est les moyens qui déterminent les possibilités. Donc j'étais vraiment à la recherche d'une boîte à reprendre, et puis par mon réseau, je suis tombé sur la société Datamed. J'ai trouvé le marché intéressant, j'ai trouvé l'approche intéressante, et puis j'ai vu un challenge. J'ai vu le potentiel, mais j'ai aussi vu le challenge. Et je me suis dit, bon, je vais continuer à beaucoup travailler, mais déjà je vais gagner en temps de déplacement. Parce que mine de rien, mon job avant c'était à Berne. Je me suis dit, ouais, c'est pas loin, mais porte à porte, c'est quand même, c'est 1 heure. Ouais, bien sûr. Et x2, donc ça fait 2 heures où tu es ni vraiment au travail, ni vraiment à la maison. Et c'est du temps pour toi. Oui, moi je me déplaçais beaucoup à pied depuis la gare jusqu'au bureau. Ça peut être chouette un matin estival
de marcher à travers la ville de Berne, mais en soi, c'est quand même assez creux. Donc de gagner ces 2 heures, et là, j'étais un peu mathématique. J'ai dit, voilà, une de ces 2 heures, c'est pour la famille, et une est pour moi. Et j'ai découvert ce que c'était d'avoir 1 heure pour moi. Et j'ai commencé à vivre cette heure vraiment. J'ai commencé à courir. Donc j'allais régulièrement courir, soit le matin, soit je faisais une pause plus longue à midi. Et le week-end, parce que j'avais moins de travail le week-end. Dans mon job précédent, la dernière année, j'ai travaillé 23 week-ends sur 52, où j'étais absent en déplacement pour des clients. Donc avant, tu ne faisais pas spécialement de courses, hein. C'est à ce moment-là que tu as décidé de prendre du temps pour toi. Avant, j'allais peut-être une fois par semaine. Mais c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit, voilà, 1 heure par jour, elle m'appartient. Okay. Donc là, on parle il y a environ 15 ans en arrière. C'était 2012. D'accord, Donc, ça, c'était vraiment un tournant dans ma vie personnelle. Parce que ça m'a permis de vraiment de prendre plus soin de moi. D'avoir un équilibre aussi, très certainement. Et puis je pense, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, je pense que ça c'est hyper important. Oui, la famille, bien sûr, mais ça, on n'a pas besoin de se faire violence, parce que ça, c'est un besoin. Et je pense que tout le monde connaît ce sentiment de se sentir toujours au mauvais endroit. Quand on vole du temps pour la famille, on a l'impression qu'on loupe quelque chose au travail. Et inversement, donc ça c'est le combat qu'on connaît tous, je pense que vous le connaissez aussi. Mais de dire, non, c'est pas de l'égoïsme de prendre du temps pour soi, pour se mettre aussi en équilibre avec soi-même. Je pense que ça c'est hyper important. Je pense qu'il faut le voir vraiment aussi comme un investissement et puis une façon de propulser sa productivité et de dire en fait d'accord, c'est un certain nombre de minutes, c'est du temps, mais c'est du temps qu'on va gagner parce que l'efficacité va être quelque part augmentée, l'éveil va être augmenté, on va peut-être avoir moins aussi les sensations, enfin voilà. Nous, on sait aussi que si on loupe des jours d'entraînement ou qu'on est pendant une certaine période moins actif, c'est le jour et la nuit, quoi. Enfin, on se sent pas bien, on n'a pas la même vigueur, on n'a pas. Donc, là, je te rejoins clairement sur du temps pour soi, quoi. Mais après, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai retenu, c'est quand on est ambitieux et qu'on a l'impression de toujours, tout doit être mesuré et tout doit être un résultat. Quand on fonctionne comme ça, le sport, ça peut être très dangereux. Dans ce sens-là, donc, moi, je suis vraiment, après, tombé dans un extrême malsain. Quand j'ai quitté mon job précédent, je faisais 105 kilos. Je suis pas si loin de ça maintenant, mais différemment. Tu fais 1m94. 94. Je suis descendu à 84 kilos. Ça devenait presque obsessionnel. D'accord. Parce que je pensais qu'en étant plus léger, je pouvais gagner quelques secondes au kilomètre. Et j'ai jamais eu le gabarit du coureur. Jamais je serais descendu en dessous de 4 minutes le kill. Et j'avais déjà presque 50 ans à l'époque. Donc toujours, chaque sortie, je la mesurais, je notais. Ma femme, si elle m'entend, elle rigolera. J'ai un tableau Excel pour à peu près tout dans ma vie. Donc j'avais aussi un tableau Excel pour mon temps sur les courses que je faisais à midi. Pendant la pause. Donc ça c'était pas très bien non plus. Et quand j'ai commencé le CrossFit, pareil. J'ai commencé à fond. Je savais
plus comment me mettre. Ouais. Les débutants du CrossFit Ouais. savent de quoi Ouais. je parle. Ouais. Donc, je me rappelle, on est parti à Munich en voiture. J'avais tellement des courbatures, j'avais du mal à être assis dans la bagnole. Ok. Ok. Et pour moi, c'était ça c'est le truc que Santiago a une fois dit, les courbatures, la douleur, c'est la faiblesse qui quitte le corps. D'accord. Voilà. Donc j'avais beaucoup de faiblesse à évacuer. C'est pour faire passer la pilule. Mais là aussi, j'avais l'impression que chaque workout, je devais progresser, je devais mesurer, je devais me mettre en compétition, bien sûr, au moins avec moi-même, si c'est pas avec les autres. Ouais. Et ça, non, clairement. pas une bonne idée. Ouais. Pas une bonne idée. Donc si on est déjà mesuré et tout le temps sous pression dans sa vie professionnelle, ce qui est normal. Hein. J'ai pas de souci avec ça. Je pense avoir une certaine résilience, mais alors, c'est stupide de rapporter ça encore dans une activité qui devrait plutôt nous libérer là-dessus. Et pour l'entourage, c'est pas agréable à vivre avec quelqu'un qui est tout le temps en mode compétition. Ça c'est clair. Mais là c'est clair qu'il y a aussi une grosse évolution, je pense, dans la méthodologie, dans la façon dont on présente les choses, dans les objectifs personnels aussi, parce que c'est vrai que comme tu disais, en fait tout sport, que ce soit la course, le crossfit ou peu importe la natation ou d'autres sports, si on veut vraiment pousser les limites, ça va peut-être des fois venir obsessionnel, alors que si on se dit tiens, c'est pour être plus efficace ailleurs, là le mindset il change complètement et on se définit pas par nos performances, mais c'est en fait le fait de s'entraîner, le fait de bouger, le fait aussi de progresser qui va faire que on sera meilleur à côté. Et ça c'est super important et aujourd'hui je pense aussi pour nous c'est hyper important de pouvoir transmettre ça comme idée. Vous pensez le remarquer chez vos chez certains à la dérive? Bon, après, moi, je pense que c'est plutôt un trait de caractère. Hein. Je ne sais pas, chez toi, justement, en t'écoutant un peu depuis le début de notre entretien, que c'est plutôt un trait de caractère qui va être après reporté dans les disciplines qu'on peut avoir. Et puis, c'est vrai que quand on mesure des fois au travail, comme on a aussi cet esprit un peu entrepreneur, un peu performeur, un peu compétiteur, on va naturellement le reproduire dans ce qu'on fait. Donc ce qu'on remarque en tout cas chez les athlètes qu'on peut avoir, c'est aussi ce caractère-là, peut-être qui est plus compétiteur, qui va être trouvé au sein du workout, au sein de l'entraînement. Puis les personnes qui sont un peu plus chill en général, ça va aussi se ressentir dans leur entraînement en général. Donc c'est ça. Puis c'était un peu ma question, c'est comment justement de ce fait d'être très dans la performance, dans le travail où tu faisais énormément d'heures, où tu as dit même par année 23 week-ends que tu as passé pour aller voir des clients. Comment tu as changé justement ce mindset où tu t'es dit non, maintenant je veux prendre du temps pour moi, et que tu as vu que c'était un changement à opérer et que tu ne pouvais plus continuer dans cette voie-là? Quel a été un peu ce... Bon, après, c'est la nature de mon travail qui a aussi changé. Donc, quand j'étais consultant, j'étais moi-même beaucoup dans la production aussi. Donc, je générais des heures de consulting. Et tout le reste, la gestion, c'était annexe. Aujourd'hui, je gère. Donc, je suis gestionnaire. Je ne produis pas, j'en serais incapable de cracher une ligne de code. Donc c'est pas mon rôle. Donc déjà, et ça c'était aussi une décision volontaire. Bon, j'aurais pas appris à coder, mais à programmer des algorithmes, ça je serais probablement capable. Et j'ai toujours dit, je ne veux pas faire ça, parce que sinon je vais tomber là-dedans et je vais être tenté. J'ai aussi vu ça chez mon prédécesseur qui lui, savait coder. Donc, quand il avait un problème chez un client,
parce qu'on veut satisfaire son client, il a passé des nuits à régler un problème dans le code. Et dans ça, je voulais vraiment pas tomber. Pour moi, mais aussi pour l'entreprise, parce que j'ai aussi vu ce que ça faisait avec la boîte. Si le patron, il code lui-même, il documente peut-être pas forcément bien. Pour les autres qui doivent après passer derrière, c'est pas bien. Donc il faut pas mélanger les rôles. Donc ça, naturellement, déjà, ça délimité. Et après, il faut pas rêver. À l'époque, beaucoup de temps, c'était aussi du déplacement. Et c'est pas forcément... Moi, les gens qui me disent qu'ils sont capables d'être productifs pendant 15 heures par jour, c'est du pipeau. Hein. Moi, j'y crois pas. Après 10 heures de boulot, et encore, soit le job, il est fait, soit il y a un problème dans l'organisation. Après, bien sûr, tu peux avoir des pointes, et ça j'ai encore maintenant. Hein. Il y a des semaines où je ne peux pas venir m'entraîner parce que voilà, je suis en déplacement, j'ai des longues journées, j'ai des séances. Mais ça, c'est pas grave. Mais en moyenne, voilà, si on n'arrive pas à faire son job en 50, 60 heures par semaine, c'est qu'il y a un problème. Ouais. C'est qu'il y a un problème. Ouais, souvent, on a aussi des fois cette impression ou peut-être cette culture de dire plus on en fait, mieux c'est. Mais c'est pas le nombre d'heures qui va... Pas forcément. Et c'est pas forcément vrai. Ouais, clairement. Après, évidemment, ça dépend du contexte, ça dépend du métier. Le jeune menuisier qui se lance, évidemment, il fait... plus il fait d'heures, plus il peut facturer. Mais quand on gère une équipe, c'est pas dans le nombre d'heures que tu trouves la clé du succès. Bon, moi, ça me parle parce que nous, on gère aussi la société Sarine. Et c'est vrai qu'au début, tu es au four et au moulin. Au début, tu fais vraiment tout de A à Z. Et puis après, tu commences gentiment à déléguer et tu commences gentiment à gérer des équipes. Mais il y a toujours ce pan où tu sais faire. Et il y a toujours, tu connais le métier. Donc, ça nous a servi dans certains moments où, quand il a fallu restructurer, on savait faire, on savait reprendre la main pour pouvoir repartir dans un rythme de croisière. Mais même maintenant, il y a encore beaucoup d'opérationnels où on se dit, moi j'aime aussi bien dire, c'est pas parce que je sais faire que je dois faire. Et ça, des fois, on a l'impression que quand on fait, ça va aller plus vite et ça va être mieux fait, entre parenthèses, mais que c'est en déléguant, puis vraiment en prenant notre rôle de gestionnaire qu'on va pouvoir faire grandir la société, puis qu'on pourra donner aussi l'opportunité aux personnes qui sont dans l'opérationnel de prendre aussi des responsabilités. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps facile à concilier et voilà. Ouais. Mais pour moi, c'était intéressant de vous observer au fil de ces 9 ans. Hein. J'étais là quasiment dès le départ. Justement, j'ai vu la boîte qui a été créée par 2 couples. Après, maintenant, c'est vous qui avez repris en main et c'est vous qui avez donné une ligne claire, mais aussi en essayant des choses. Bien sûr, et c'est normal. Mais moi, ça m'intéresse. Comment vous avez quels étaient vos indicateurs qui vous ont orienté dans vos choix ou dire voilà, on a envie d'essayer ça et puis après peut-être arrêter, faire différemment. Comment vous procédez en tant que couple? Ça doit... Je sais que vous en avez parlé dans le premier podcast, mais... Ouais.
Alors, c'est une bonne question qu'on se pose encore maintenant. Non, bon, après, non, on va assez au feeling. Et puis, c'est vrai qu'on s'est dit, quand on a commencé il y a 9 ans, si on avait su tout ce que ça allait engendrer, on ne sait pas du tout si on aurait commencé. Mais autrement, au-delà de ça, il y a toujours une partie où on est quand même assez flexible et puis indulgent. Où on essaye et puis on regarde ce que ça donne. On se met des périodes de 3 mois pour essayer des projets, de voir comment on arrive à gérer aussi au niveau de la répartition, au niveau des tâches. Et puis après, si ça fonctionne et puis qu'on arrive à avoir un rythme qui est acceptable pour gérer le projet, on le garde. On agit un petit peu comme ça. Je ne sais pas si c'était un peu ça ta question ou bien si c'était plutôt... Moi je dirais par rapport à ta question de qu'est-ce qui nous guide et quels sont nos indicateurs. C'est clair que c'est une question de vision à la base. Et se dire qu'au début, comme tu disais, on a commencé en étant 2 couples. Alors personnellement, moi je viens de l'accompagnement sportif aussi individuel ou en groupe ou en enseignement. Cindy, elle est médecin, tu vois. Donc là, à un moment donné, c'est sûr qu'il y avait une synergie d'accompagner les gens qui veulent prendre leur santé en main. Et là, on est un peu tombé sous le charme de cette méthodologie qu'est le CrossFit, qui nous anime toujours aujourd'hui. Mais quand on regarde, le CrossFit lui-même a énormément évolué. C'est une méthodologie, c'est la première franchise, c'est pas vraiment une franchise, c'est plutôt une affiliation. Voilà. C'est la première affiliation mondiale dans l'accompagnement sportif. Et quand on regarde ce que c'était au début et ce que c'est aujourd'hui, il y a aussi une grosse évolution. Et je pense qu'on l'a fait aussi pas mal ensemble. Au début, c'était vraiment de forger l'élite du fitness. Hein. Aujourd'hui, on est un peu loin de ça, dans le sens où c'est plutôt l'accompagnement à travers la communauté. Et de se dire, voilà, c'est une méthodologie qui est géniale, elle va servir l'élite, ça c'est sûr, mais elle va aussi servir, et principalement, monsieur, madame, tout le monde qui veulent se remettre en forme, qui vont avoir des points de repère sur comment faire leurs mouvements, sur des points de repère sur comment être dans une communauté, d'avoir une programmation, de dire, voilà, selon mes disponibilités, je viens m'entraîner 2, 3, 4, 5 fois par semaine, ça dépend. Et voilà, après, on a aussi trouvé que voilà, on avait des outils comme le renforcement qui était super intéressant, parce que peut-être que l'image du CrossFit faisait peut-être peur à certaines personnes qui se disaient, ah non, ça c'est pour les fous, enfin, je suis pas en forme, je peux pas le faire. Pareil pour l'Aerox, où là, c'est très séduisant aussi pour les coureurs. Ça amène une variation pour les coureurs. Donc, en fait, on utilise des outils, mais notre vision et notre mission, c'est toujours d'accompagner les gens à travers la prise en main de leur santé. Par le mouvement, on a implémenté la nutrition, le mindset, et voilà. Et alors, comme tu disais, il y a certaines choses qu'on teste, qu'on garde, qu'on enlève, qu'on fait évoluer. J'ai l'impression que le noyau de ce qu'on a créé au début, et que les valeurs, elles sont quand même communes avec leur évolution, nos évolutions personnelles. Peut-être que moi aussi, personnellement, au début, j'étais plus en quête de performance, de tout noter, d'avoir un squat qui est autant que celui qui est là, etc., de pouvoir faire un podium sur une compétition locale. Aujourd'hui, franchement, j'en ai plus rien à cirer. Ça me fait plaisir d'être en forme, et puis si je peux aller taquiner quelqu'un pour mon ego, c'est cool, mais c'est pas ce qui va driver mon quotidien et qui va me dire, mon objectif final, c'est ça, c'est d'arriver là sur cette photo, sur ce podium. C'est de se dire, j'arrive à garder un rythme, je veux mes 4-5 entraînements par semaine, être dans une communauté aussi avec des autres gens, parce que je pourrais m'entraîner seul, mais c'est tellement pas la même chose. D'avoir ce contact social, parce qu'on sait que c'est hyper important de l'avoir, et puis en fait c'est ça aujourd'hui, et c'est aussi ça qu'on a envie de transmettre, et se dire, voilà, vous avez des endroits que on vous invite à tester, à aller voir vous-même comment est-ce qu'on vous accueille, quel est l'état des toilettes, voilà, bien sûr, l'état, mais même ici, hein, enfin, quel est l'état des toilettes, quel est l'état des vestiaires, comment est-ce qu'on vous dit bonjour, est-ce qu'on vous enseigne quelque chose, ou bien c'est juste qu'on vous balance quelque chose à la figure comme ça, et c'est ça qui va certainement faire qu'on va pouvoir mettre des habitudes saines en place sur le long terme.
Après, moi, je mettrais... Bon, là, tu as beaucoup parlé du Sarin Center. Après, nous, en tant que couple, on a toujours eu cette vision de soutenir dans nos projets. Moi, j'ai fait quand même près de 12-13 ans à l'hôpital. Donc, quand on a commencé, ça fait maintenant 9 ans, moi j'étais encore en train de faire ma formation continue post-graduée. Et puis on s'est dit, dès qu'il y a un qui a envie de partir sur un projet, l'autre le soutient, point barre. Parce que c'est essentiel de pouvoir s'épanouir et puis de ne pas avoir un frein, mais plutôt un soutien dans le couple, au sein de la famille. Et puis ça a toujours été la base. Et du coup, on est parti aussi comme ça, un peu sur le projet de sportif, de SCF, Sarin CrossFit, puis Sarin Center, où on s'est mis ensemble et puis on avait cette vision commune de pouvoir être des entrepreneurs qu'on appelle sociaux. Ça veut dire que si on crée une entreprise, il faut absolument qu'elle ait un impact sur le bien-être de la société ou qu'elle ait un impact de fond. On n'aurait pas pu aller dans des secteurs comme le financier pur ou bien des choses autres de produits, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait ce côté, de par nos professions, puis aussi de la vision fondamentale qu'on a du bien-être en général, il fallait qu'il y ait ce fond-là. Donc après, j'ai trouvé que c'était assez facile d'avoir une vision pour la société, parce qu'elle répondait à nos valeurs fondamentales. Donc dans le respect, le bien-être, l'encouragement, le développement personnel, le dépassement, le non-jugement, d'arriver dans un endroit où tu viens comme t'es et puis on t'accueille, peu importe qui tu es. On n'a pas besoin de savoir ce que tu fais dans la vie, on n'a pas besoin de savoir combien tu gagnes, on s'en fiche, tant qu'on arrive à justement de rester bien en santé, de partager quelque chose et puis de se faire évoluer les uns les autres. Donc ça a été vraiment le point commun. Après, nous en tant que couple, on essaye, au début. Maintenant on arrive, ça dépend des périodes, à faire la transition. Quand on arrive à la maison, on est à la maison, et puis quand on est au travail, on est au travail. Quand c'est assez calme, on arrive bien à le faire, mais quand c'est un peu plus mouvementé, c'est humain, on arrive, et puis ça nous travaille en tant que personne. Donc notre force, je dirais, c'est d'être un couple. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même, on connaît l'autre, et puis on arrive à se réconforter en tant qu'humain pour pouvoir supporter les challenges qu'il y a au travail. Et c'est vrai que si on ne se connaissait pas ou qu'on n'était pas forcément un couple qui s'entend et soudé, ça aurait été compliqué de prendre tout ce bagage à la maison puis de dire il s'est passé ça à la maison. Des fois on en rigole quand on arrive, ça va tes collègues au travail? On fait des jeux de rôle. On fait des jeux de rôle. Non, aujourd'hui c'était une longue journée aujourd'hui. Donc on arrive à avoir aussi cette dérision et puis à faire le mieux qu'on peut en tant que personne. Clairement. Mais c'est en tout cas de la perspective du client. Bien sûr, c'est intéressant de vous voir évoluer aussi, et aussi en tant que famille. Vos enfants, c'est chouette de les voir grandir. C'est hyper important pour nous d'être présents aussi. Et puis comme tu disais, je me reconnais quand même pas mal dans les phases tu parlais du souper où des fois t'es pas là, et ça je pense que c'est le quotidien, ou en tout cas des phases que tout entrepreneur ou même personne qui travaille va traverser, et c'est des petites clés aussi que tu donnais, de prendre du temps pour soi. C'est tellement important parce que ça nous permettra d'être encore plus présent, parce qu'on est concentré. Et moi je peux le sentir si j'ai plein d'idées, ou pas forcément bonnes, mais ou plein de choses qui sont dans ma tête. Si je fais ma séance, après il y a comme un nuage qui se dissipe, c'est vraiment beaucoup plus clair. On sent qu'il y a un réalignement qui se fait, le contact social aussi, et puis on est beaucoup plus disponible aussi pour les gens qui ont besoin de nous. Et je pense que ça, c'est hyper important, quoi. Et moi, ce que je trouve agréable de venir ici, c'est comme tu as dit, tout le monde s'en fout, qui je suis, ce que je fais. La personne intéresse.
mais on n'attend rien de moi, Mhm. rien d'autre que je me fonde dans le moule, Ouais. que je fasse le mouvement avec les autres, Ouais. et puis voilà, et que je sois moi-même. Exactement. Et ça, c'est hyper appréciable. Ouais, ouais. Bah, ça, c'est une thérapie en tant que telle. Hein. Ouais, ouais. Et ouais, vraiment, ouais. moi, j'ai eu le cabinet ici pendant 2 ans et demi. Ouais. Et je disais, mais la meilleure thérapie, c'est ce que vous faites au quotidien. C'est vraiment de prendre ce temps aussi pour soi, d'être vous-même. On parlait hors antenne de faire et d'être. Et j'ai, peut-être pour rebondir aussi un petit peu là-dessus, c'est que j'ai eu pas mal aussi de cas de burn-out. Parce que, justement, ils regardaient beaucoup le faire. Et puis, ils avaient oublié l'être. Et puis, c'est très important pour ma part, en tout cas, d'avoir des endroits où on peut simplement être qui on est, s'exprimer comme on a envie de s'exprimer, pour pouvoir aussi mieux faire par la suite. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est une super transition sur justement le point que tu mentionnais avant, et peut-être pour que les dernières minutes qu'on a à disposition, si tu voulais nous expliquer un petit peu cette quête maintenant que tu as, ou ces objectifs. Il faut que je prépare aussi la période de la retraite. Elle va arriver, même si j'espère pouvoir la faire de manière graduelle, et puis pas débrancher du jour au lendemain. Et je vais aussi devoir faire un travail sur moi-même pour mettre plus de poids dans simplement être, simplement profiter d'un moment sans qu'à la fin du moment il y ait un résultat. Et ça, c'est surtout un travail que je dois faire avec moi-même et avec mon épouse, avec qui on va partager la même période de vie, parce qu'on a à peu près le même âge. Et puis on se réjouit de cette période où on va se retrouver seul, après avoir élevé des enfants pendant plus de 30 ans. Mais voilà, le contenu, il sera différent. Aujourd'hui, elle est aussi entrepreneur, donc on a beaucoup ce que vous avez aussi, du soutien mutuel, de la compréhension, de l'indulgence et du réconfort. Mais voilà, après, il y a autre chose qui nous attend, on s'en réjouit, mais il va falloir le créer et le construire. Et ça, c'est aussi un challenge. Ouais, clairement. Tellement important. En ayant élevé 5 enfants, les probabilités sont relativement grandes qu'on sera grands-parents. Voilà. Ça, c'est aussi une nouvelle étape qui nous attend. Mais voilà, il va falloir reconstruire tout ça en étant, et puis pour moi, c'est ça un peu le fil rouge, c'est on sera moins dans le faire et plus dans l'être. Clairement. Mais si avant d'arriver à cette période-là, on peut déjà mettre un peu d'accent sur l'être. Mais l'être pas dans le sens égoïste de ce que la société vit actuellement, où chacun regarde pour soi, mais aussi dans un sens, mais en tant que personne, quel impact je souhaite laisser, pas parce que je fais, mais par ce que je suis, par qui je suis. Quelles sont mes valeurs, comment je vois ma place dans la société, dans mon entourage direct, dans ma famille, dans mon cercle d'amis. Clairement. Et quelles sont ces valeurs que je souhaite transporter par mon être. Ça c'est pas mal. En fait, moi j'ai l'image du sage, en fait. Le sage, ou de la personne de référence qu'on a et qu'on sait que on peut appeler ou qu'on va voir, et puis qui sait qu'il va pouvoir nous écouter un moment et puis avoir quelques mots réconfortants, et puis de peut-être recadrer un petit peu les choses. Et je pense que d'être un modèle aussi de calme et puis de ressources, ça peut aussi être hyper stimulant, quoi, clairement.
Puis toi, justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a déjà des pistes que tu as explorées sur... Oui, bien sûr, mais... à partager? Non. Non. Dans ton livre, ce sera dans ton livre. Dans ton livre, dans ta biographie ou dans un deuxième épisode? Ouais. Ou pas. Cool. Yes, je pense que c'est un bon mot de la fin. Se concentrer sur l'être plus que sur le faire et laisser une trace de notre passage sur Terre. C'est aussi ce qu'on disait. Nous, une des raisons pour lesquelles on fait ce podcast, c'est un exutoire, c'est un divertissement aussi qu'on espère pour les autres, mais c'est aussi une trace qu'on a envie de laisser, de l'impact d'une partie de notre identité. Et puis de pouvoir le partager avec des gens comme toi, c'est Merci à vous. Hyper agréable. Merci à vous. Merci pour le moment. Merci pour le moment. Bonne suite dans cette quête. Et puis on se tiendra au courant de cette avancée. Oui, on aura l'occasion d'en discuter. Clairement. Un grand merci Stéphane. Merci Stéphane. À merci bientôt. Cindy, merci bye. Dan.